Merci, bonjour à tous. Donc un petit mot sur les conséquences du changement climatique sur la vinification. Ces conséquences en fait s'exercent à deux niveaux. Le premier, c'est bien sûr, ça a déjà été abordé sur la constitution du raisin, sur la composition du raisin, puisque les conditions de maturité changent, la température au cours de la maturation sont plus élevées. Donc un impact sur la constitution du raisin, ce qui va effectivement impacter la qualité des vins, forcément, mais qui va aussi impacter en fait les conditions de vinification. Et c'est quelques points que je voudrais souligner. Le deuxième aspect qui concerne directement la récolte, c'est-à-dire qu'on va récolter plus tôt, donc on va récolter à des moments où il fait plus chaud, et ça aussi, ça peut avoir un impact sur la qualité et la vinification. Alors, premier point, la modification de la composition du raisin. Le premier point, c'est la richesse en sucre, ça a déjà été évoqué. Vous avez ici l'évolution de la richesse en sucre dans le Gewürztraminer et le Riesling au cours du dernier contrôle de maturité, donc depuis 1977 jusqu'à 2021. Et on a une très forte augmentation de la richesse en sucre. Un peu moindre sur le Riesling, mais on voit très bien cette augmentation de sucre, donc qui, dans un premier temps, est positif puisque ça permet de moins chaptaliser, donc on n'utilise plus de sucre, mais par contre, ça pose la question, comme l'a évoqué Thierry, de la désalcoolisation, la nécessité d'enlever du sucre ou d'enlever de l'alcool, avec des techniques qui sont souvent plus lourdes. En général, quand on veut enlever, c'est plus difficile que de rajouter. On voit aussi que dans le cas du Gewürztraminer, on a dépassé en fait le niveau de ce qu'on chaptalisait. En général, le maximum était limité à 2,5 degrés. À 3,6 degrés, on est largement au-dessus de ce qu'on pouvait chaptaliser. Donc on se retrouve à des degrés qui sont plus hauts que ce qu'on a l'habitude d'avoir, et donc aussi des modifications dans l'équilibre sucre-alcool des vins. Deuxième aspect qui a déjà été évoqué aussi, c'est l'acidité. Là aussi, on voit une diminution de l'acidité totale, donc là toujours sur le dernier contrôle de maturité. Alors elle est un peu moins marquée sur Gewürztraminer, puisque c'est un cépage qui est moins acide, et c'est un cépage aussi qui en fait a déjà atteint un peu sa limite en termes d'acidité, puisque c'est tout à fait ce que Arthur vient de vous montrer. La diminution de l'acidité totale s'exprime surtout par la dégradation de l'acide malique, qui dépend directement de la température. Et donc, quand cet acide malique, une fois qu'il est dégradé, l'acidité totale ne peut pas descendre plus bas. Et donc, une fois qu'on a dégradé tout l'acide malique, on atteint un seuil qu'on ne peut pas aller plus bas, heureusement d'ailleurs. Mais dans le cas du Gewürztraminer, on est déjà un petit peu dans les limites, on est déjà un peu bloqué par le manque d'acidité. Ce qui va jouer aussi sur l'acidité, c'est bien sûr le potentiel de garde, l'expression et la qualité des vins, mais ça a aussi un impact très marqué sur la vinification, en particulier l'effet sur la baisse de l'augmentation de pH. Le pH, c'est un paramètre important au cours de la vinification et qui va intervenir à différents niveaux. Premier niveau, augmentation de pH, ça veut dire que le milieu devient plus facile, plus favorable au développement microbien, aux levures, mais aussi aux bactéries. On a tous l'habitude on sait bien qu'une malo se fait plus facilement lorsqu'il n'y en a pas besoin, lorsque le pH est déjà assez élevé, qu'il est difficile de faire une malo sur un vin qui est très acide. Et donc cette augmentation de pH va favoriser les micro-organismes. Alors ça peut avoir un effet bénéfique sur les fermentations, mais aussi un effet négatif sur les maladies du vin, en particulier dans un contexte de réduction des sulfites. Justement, par rapport aux sulfites, l'autre inconvénient de cette augmentation de pH, c'est que l'action antiseptique du SO2 va devenir plus faible. Cette action antiseptique, elle est directement liée à la présence de SO2 actif, ici, et qui dépend directement du pH. On est ici entre 3 et 4, on voit qu'on est déjà à la limite de l'utilisation du SO2. Lorsqu'on commence à friser le pH, on commence à s'approcher de pH 4,
on est à la limite de l'efficacité du SO2. Donc ce qui veut dire que pour avoir davantage de SO2 actif, il faut plus de SO2 libre, et donc plus de SO2 total, ce qui est un peu contraire à ce qui est demandé actuellement et la tendance de réduction des sulfites. Il faut savoir que pour avoir le même potentiel d'activité en termes de SO2 actif, il faut 2 fois plus de SO2 libre à pH 3,7 qu'à pH 3,4. Et donc à pH 3,8 ou 3,9, je vous laisse imaginer qu'il faut énormément de SO2 libre. Un autre point aussi, c'est que le pH joue directement sur les charges colloïdales, donc les colloïdes qui sont constitués qui sont présents dans le vin. Donc ces modifications colloïdales vont également jouer sur l'agglomération des colloïdes et sur la clarification des vins. On voit que sur les vins qui sont moins acides, qui ont un pH plus élevé, c'est des vins qui se clarifient moins facilement naturellement, et donc il faut plus de temps, il faut peut-être plus de moyens aussi pour clarifier ces vins, pour les filtrer, ou même les effets de collage marchent un peu moins bien lorsque le pH est plus élevé. Sans parler aussi des autres réactions qui peuvent intervenir au cours de la vinification et où le pH va également jouer un rôle important. Alors pour remédier à cette baisse d'acidité, alors en principe en Alsace nous sommes en zone B, donc l'acidification est interdite, sauf qu'on a déjà eu plusieurs fois des dérogations, et on voit que ces dérogations, on en a eu 2 fois dans les années 2003-2009, 3 fois dans la dizaine, et puis là on a déjà commencé les années 20 avec une première année avec de l'acidification. Alors ces acidifications, il y a plusieurs techniques, Thierry vous les a évoquées, elles n'ont pas forcément la même efficacité par rapport à l'acidité totale et par rapport au pH. C'est-à-dire que l'acide tartrique, par exemple, qui est couramment utilisé, il va précipiter avec le potassium, ça va avoir un effet sur le pH, mais un effet assez limité sur l'acidité totale. A l'inverse, les acides maliques et lactiques vont avoir augmenté la sensation d'acidité à la dégustation, mais on va avoir très peu d'effet sur le pH. Donc on peut avoir effectivement un effet, une incidence sur la dégustation, avec peu d'effet sur le pH, ou inversement, si on veut améliorer l'efficacité au niveau du pH, on peut avoir peu d'effet au niveau de la dégustation. Donc les deux ne sont pas forcément et automatiquement complémentaires. Il y a différentes techniques, donc j'y reviens pas. Les techniques en fait physiques sont assez efficaces pour jouer sur le pH, mais comme Thierry l'a dit tout à l'heure, ce sont des techniques assez lourdes qui sont également consommatrices d'eau et qui ne sont peut-être moins faciles à utiliser. Un point sur les levures acidifiantes. Alors Arthur en a parlé rapidement. On a fait un essai dans le cadre d'un programme AlzAdapt d'essai de levures acidifiantes. Donc ce sont des levures qui sont capables de produire de l'acide lactique à partir des sucres en cours de fermentation ou au début de la fermentation alcoolique. Et donc ici, vous avez des résultats sur Gewürztraminer 2020. On a notamment deux souches donc, commerciales de levures non Saccharomyces qui ont permis de produire jusqu'à 6 grammes d'acide lactique. Donc c'est un peu fort pour un Gewürz. C'est un Gewürz qui est un petit peu acide. Donc on voit bien l'efficacité, en fait, on voit la possibilité, on voit le levier. Le cadre des essais qu'on a refait l'année dernière, c'est plutôt d'essayer de maîtriser un peu, de piloter un peu, parce que se retrouver avec 6 grammes d'acide lactique, c'est peut-être intéressant, mais c'est encore un peu trop, on peut dire, pour un Gewürztraminer. Donc l'objectif des essais qu'on a en cours actuellement, c'est d'essayer de piloter un petit peu, de jouer sur la durée, de jouer sur la température pour essayer d'obtenir la quantité d'acide lactique qu'on souhaite. Ou alors une autre solution, c'est d'utiliser ces vins comme vins d'assemblage. La composante aromatique, alors c'est aussi le graphique qu'avait montré Arthur, les températures nocturnes qui sont plus élevées, et ça va jouer en fait sur la composante aromatique. La composante aromatique, elle est influencée à la fois par la température, aussi par la lumière, et ça c'est une conséquence de l'avancement du stade phénologique. On récolte plus tôt, donc les journées sont plus longues, il y a plus de soleil.
Également l'impact de l'alimentation azotée, le régime hydrique, donc ça c'est le stress hydrique qui va avoir un impact aussi sur les arômes. Lorsqu'on regarde un peu les différentes familles d'arômes, vous avez dans tout ce qui est arômes verts, c'est-à-dire le côté végétal, hexénal, hexénol, tous ces composés végétaux ont plutôt tendance à diminuer. De la même manière que les notes poivrons, les méthoxypyrazines qui donnent des notes poivrons, en particulier sur certains cabernets. Donc ces notes ont plutôt tendance à diminuer avec l'augmentation de température, de lumière et le régime hydrique. À l'inverse, les composés comme les terpènes, alors il y a des résultats un peu contradictoires sur la température, mais la lumière ou le régime hydrique, un léger stress peut favoriser ces composés. L'éthiol, là aussi, il y a des résultats un peu contradictoires, une diminution en fonction de l'augmentation de température. Un léger stress hydrique peut les favoriser, mais un stress plus fort va plutôt les pénaliser. Le TDN, c'est la molécule qui est responsable de l'arôme un peu d'hydrocarbures des vieux Riesling. Donc là aussi, on a des augmentations de ces composés. D'autres composés peuvent rester peu sensibles à la température, mais peuvent augmenter. Ou alors des arômes de fruits secs aussi qui ont tendance à augmenter. Tout ça, en fait, va avoir un effet a priori positif dans un premier temps, puisqu'on a une diminution des notes herbacées, une augmentation des notes plutôt fruitées, mais attention aussi au type de fruits, puisqu'on a tous en mémoire le millésime 2003, qui était dans le graphique que nous a montré Arthur, le millésime le plus chaud en termes de température nocturne, où les Gewürztraminer avaient perdu un peu le côté fruité, mais avaient plutôt des notes un peu de girofle, qui n'étaient pas forcément toujours très appréciées. Un autre point aussi qui est fréquemment observé, c'est un peu un décalage entre la maturité, l'enrichissement en sucre des raisins et la maturité aromatique. C'est quelque chose qu'on observe déjà depuis la première fois, surtout 2007, ça a été très marqué. C'est-à-dire qu'on constate qu'on a des raisins qui sont riches en sucre, mais quand on les goûte, l'arôme n'est pas là, il faut encore attendre. Et donc c'est un décalage qui fait que les critères habituels de sucre et d'acidité ne suffisent plus vraiment pour définir la date de vendange. Il faut d'autres critères, et c'est un point aussi sur lequel il faudra travailler, trouver d'autres critères, parce que le sucre, ce n'est pas un critère de qualité, c'est plutôt un critère de non-qualité, c'est-à-dire qu'on sait que quand on n'en a pas assez, ce ne sera pas bon, mais ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup que ce sera forcément et automatiquement bon. Donc il faut d'autres critères. Une question également par rapport au potentiel de vieillissement. La température, la lumière, le stress hydrique vont entraîner un enrichissement en composés phénoliques, et en particulier ceux qui sont un peu plus oxydables. On a également des diminutions des teneurs en glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant. Donc ça va effectivement favoriser un peu le vieillissement des composés phénoliques. Parallèlement, on a aussi une baisse d'acidité, on a une augmentation d'alcool, donc on peut se poser des questions sur le devenir, le potentiel de garde de ces vins qui vont peut-être évoluer plus rapidement avec ces modifications de composition. Les composés azotés, là aussi, vont jouer sur la vinification. L'azote assimilable, c'est l'aliment pour les levures. Le stress hydrique, on le sait, va diminuer la minéralisation, donc on va avoir moins d'azote assimilable, donc des fermentations qui vont être un peu plus longues, d'autant plus qu'il y a plus de sucre à fermenter, donc des fermentations peut-être plus difficiles. Un autre aspect des composés azotés, ce sont les protéines. Les protéines, c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps. Les millésimes chauds sont des millésimes à protéines. Et là aussi se combinent deux facteurs. Les raisins sont plus riches en protéines, le pH est plus élevé, ces protéines sont mieux conservées au cours de la fermentation, donc on en retrouve davantage dans le vin. Elles sont plus sensibles au test à la chaleur, donc on va être obligé de se dire le vin est instable, il faut traiter davantage puisque le pH est plus élevé. On a des flocons qui sont plus petits, donc des casques qui sont peut-être moins visibles, ce qui est plutôt positif.
Mais on a un autre inconvénient aussi, c'est qu'à pH élevé, la bentonite est moins active, donc il en faut davantage. Et donc on va avoir un impact plus marqué sur la qualité des vins, puisqu'on sait bien que lorsqu'on dépasse 50 grammes hecto de bentonite, on a un impact sur la qualité des vins, une perte d'arôme, une perte de structure aussi, et donc un impact direct sur la qualité des vins qui est lié à cette nécessité d'augmenter la stabilisation. L'impact sur la récolte. Alors on a des récoltes qui interviennent plus tôt, donc il fait moins froid, ce qui est peut-être une bonne chose, mais on a également un risque là aussi d'évolution, de dégradation sanitaire au moment de la récolte. Lorsqu'il fait plus chaud, l'impact de la pluviométrie, de l'hygrométrie est plus marqué, donc un risque de dégradation sanitaire qui est plus important. Et pour vous illustrer ça, je vais reprendre en fait deux millésimes. Un millésime que vous connaissez tous, le millésime 2006, où il a plu 140 mm dans les 20 jours autour de l'ouverture de la date des vendanges. Donc 40 mm avant l'ouverture et 100 mm après. Et un autre millésime, en fait, le plus arrosé, ce qui est un peu paradoxal, c'est 88, qui était un très beau millésime, dont on n'a pas du tout souvenir que c'était catastrophique en termes d'état sanitaire. Et c'est d'ailleurs un des premiers millésimes, je marquerai un peu moi l'impact du réchauffement climatique qui commence à peu près dans ces années-là, 88, 89, 90. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait à ces deux millésimes ? Si on regarde donc l'ouverture de la vendange, en 88 c'était le 5 octobre, en 2006 c'était le 25 septembre. Dans les 10 jours avant, en 2006, il y a eu une forte précipitation, donc 8 jours avant les vendanges. Il est tombé donc ces 20 mm d'un coup. Il a continué de pleuvoir en fait pendant tout le début des vendanges. En 88, il y a eu plus de pluie avant les vendanges. On a eu une très forte précipitation pendant 2 jours. Là, on a eu 35 mm et puis plus encore 15. Et puis, il a continué de pleuvoir aussi pendant le reste des vendanges. Mais ce qui fait la différence entre ces deux millésimes, c'est la température. Les températures maximales en 2006, elles ont dépassé les 20 degrés. On est monté pratiquement jusqu'à 26-27 degrés. Elles sont restées largement au-dessus de 20 degrés pendant toutes les vendanges, alors qu'en 88, on a eu une très forte diminution de la température, ici, après la pluie, et on est resté à des températures maximales qui ne dépassaient pas les 20 degrés. Donc la différence entre 88 et 2006, c'est plus la température que l'hygrométrie, ou c'est plutôt le fait d'avoir une température froide malgré la pluie qui a permis de préserver la qualité en 88 et la température chaude avec la pluie en 2006 qui a entraîné cette dégradation d'état sanitaire. Donc un point important à garder à l'esprit. Un autre point aussi, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on a des pellicules qui sont plus fragiles, on a des pH plus élevés, on a des températures plus hautes. On a donc, en cas de récolte mécanique avec de la macération, on a un milieu qui est extrêmement favorable au développement microbien. Et donc, on a souvent, pendant cette période-là, s'il y a un peu de macération, une vendange qui traîne un petit peu, des développements microbiens qui se font, qui passent totalement inaperçus, qui vont rester là pendant tout le début de la fermentation. Et à la faveur d'un ralentissement de la fermentation alcoolique, tout à coup, une malo se déclenche ou une piqûre lactique. Mais cette population, il faut bien savoir qu'elle était déjà présente de manière latente depuis le début des vendanges, pratiquement, ou depuis le jour des vendanges. Donc un point important pour optimiser donc, ces conditions de récolte, pour limiter la libération de jus au niveau des réglages de la machine à vendanger, séparer peut-être les jus d'égouttage, comme ça se fait déjà dans certaines régions, réduire les durées de macération, temps de transport, réduire les températures en faisant des récoltes matinales, voire nocturnes, et puis peut-être des moyens comme la bioprotection qui permettent d'occuper le terrain avec des bactéries ou des levures qui sont moins pénalisantes que celles qui se développent ailleurs.
Donc on le voit en fait, ce réchauffement en fait a des effets, dans un premier temps des effets bénéfiques, on voit, on n'a plus de chaptalisation, mais ce qui peut peut-être nous mettre la puce à l'oreille, c'est quand on parle du millésime 2021, j'ai entendu souvent, on dit, bon, on retrouve à des bons équilibres, c'est des vins aromatiques, c'est des vins fruités, c'est des vins qui ont plus de fraîcheur. Donc on commence à voir le bénéfice d'un millésime tardif, ce qui montre bien qu'on voit aussi les inconvénients des millésimes précoces qu'on a eus avant. Et on commence peut-être à arriver à la bascule, là où on se dit, ben tiens, on commence à préférer un millésime tardif à des millésimes très précoces. Des conséquences, on l'a vu, importantes sur la qualité du vin, mais aussi sur la vinification elle-même. Et puis des méthodes correctives qui ne sont peut-être pas toujours anodines par rapport aux contraintes environnementales. On ne peut pas refroidir toute la vendange en utilisant des frigories à gogo pour refroidir la vendange, refroidir les mousses. C'est peut-être un peu contraire aussi à l'effet d'atténuation qu'on va rechercher pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis aussi des besoins par rapport aux attentes du consommateur qui sont peut-être contraires aussi à ce qu'on peut vouloir faire à la cave. Donc on se retrouve en fait dans une situation qui est assez complexe. Le réchauffement climatique n'est qu'un seul des aspects. Et on se retrouve à beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis à régler en même temps. Et les solutions qu'on peut apporter peuvent être contraires aux besoins qui s'expriment par d'autres niveaux, que ce soit au niveau des contraintes environnementales, au niveau des contraintes liées aussi aux attentes sociétales de diminution des sulfides, diminution des intrants, d'avoir des vins un peu plus respectueux de l'environnement, respectueux aussi de leur constitution et de tout ça. Et donc on voit bien que les solutions existent, mais toutes les solutions ne sont pas idéales non plus pour répondre à ces contraintes et à ces défis. Voilà, je vous remercie pour votre attention.